Merci de nous suivre tous les soirs sur Africa Today. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. L'Assemblée générale mixte des membres de la Chambre des mines de Guinée s'est tenue ce vendredi à Conakry. À cette rencontre, il a été question d'abord de revoir l'exercice des comptes pour les 4 dernières années et ensuite à présenter le budget 2017. Le projet relatif au renouvellement du conseil d'administration, lui, a été reporté pour le mois de septembre prochain. Les détails, c'est avec Saloum Kondé. Celle-ci est la première assemblée générale de la Chambre des mines depuis maintenant 4 ans, raison pour laquelle la rencontre de ce vendredi a permis aux acteurs de faire le bilan des activités de l'organisation au compte de ces dernières années passées sans se retrouver. Alors, dans une assemblée générale, il n'y a pas que des décisions, il y a aussi des informations. Il y a premièrement des présentations de rapports d'activité, donc les activités de la Chambre des mines depuis 2014 maintenant, surtout 2016 où on a eu une modification de notre bureau exécutif avec un nouveau président et un nouveau secrétaire exécutif, donc des travaux qui étaient surtout centrés sur l'année 2016 et l'année 2017. Également les présentations par nos commissaires aux comptes des comptes de l'Union et également des discussions autour de différents sujets communs aux miniers et qui feront l'objet de nos prochains débats en conseil d'administration. Autre aspect important à l'ordre du jour, c'est le renouvellement du conseil d'administration. Cette élection a été finalement reportée par ces professionnels du secteur minier au mois de septembre. Ces élections, les élections concernent le renouvellement du conseil d'administration dans sa totalité, puisque depuis de nombreuses années, les assemblées générales n'ayant pas été faites, le conseil d'administration n'avait pas été renouvelé. Donc il y avait aussi une volonté, et comme on l'a dit tout à l'heure, de redynamiser notre chambre des mines, et donc de procéder au renouvellement du conseil d'administration. Et pour pareil des points techniques et des raisons d'éligibilité, nous avons pris la décision de reporter ce point de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire au mois de septembre. Donc dans 2 mois, on pourra procéder valablement au renouvellement de notre conseil d'administration par vote de l'Assemblée générale. Cette journée revêt d'une importance capitale pour les miniers guinéens. Il en est de même pour les autorités. C'est pourquoi le ministre des Mines et de la Géologie en appelle à la responsabilité sociétale. Je tenais à les remercier, à les féliciter au nom du président de la République et au nom du Premier ministre pour l'organisation de cette assemblée. J'ai aussi rappelé qu'il y a la nécessité que les entreprises minières respectent leurs engagements contractuels et qu'au-delà du respect des engagements contractuels, qu'ils observent aussi les bonnes pratiques en termes de responsabilité sociétale des entreprises. Parlant justement de cette responsabilité, le président de la Chambre des mines a soutenu que les entreprises minières mettent effectivement en avant, dès leur premier jour d'existence, la responsabilité sociétale, la transparence, la gouvernance ou encore le respect des normes environnementales. La préservation de la biodiversité en Guinée est une préoccupation du département de l'environnement, des eaux et forêts. Et pour réussir cette mission, le renforcement de capacité de ces cadres s'avère nécessaire. C'est dans cette optique que 500 agents conservateurs de la nature ont bénéficié d'une formation de 6 mois. Explication avec Bamamadou Alpha. L'effet de brousse, le braconnage, la coupe abusive des bois et la dégradation des terres constituent de nos jours des fléaux qui affectent négativement l'écosystème du territoire guinéen. Avec cette formation de 6 mois, ces agents conservateurs de la nature se disent désormais être bien outillés pour freiner cette dégradation de la faune et de la flore. Maintenant, notre formation nous permettra d'être présents sur le terrain, d'être effectifs sur le terrain. Ça nous permettra désormais d'intervenir en temps réel. Parce qu'au début, on n'était pas corps habillé, on n'était pas abrité à interpeller les gens. Il fallait faire appel à les autres corps. Synergie d'action. Et vous savez, si ce n'est pas vous qui gérez l'affaire, c'est pas facile. C'est que nous jugeons important, les autres ne le jugez pas. Mais maintenant que nous sommes nous aussi corps habillés, je pense que l'avenir nous dira la vérité. Ça va aller. Pour la préservation de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique dans le pays, le département de l'environnement privilégie d'ailleurs la qualification des ressources humaines, d'où le rajeunissement de son personnel. Nous envisageons bientôt de faire un recrutement
de jeunes, sains d'esprit et sains de corps. Vous voyez aujourd'hui que l'administration forestière est un peu vieillissante. Donc il faut rajeunir cette administration forestière avec des jeunes bien formés. Le constat révèle que les ressources de biodiversité, notamment forestières, de la Guinée se sont considérablement dégradées ces dernières décennies. Et cela serait dû à l'accroissement démographique, entraînant une forte pression humaine sur la nature et ses ressources. Après l'incendie survenu le week-end dernier à la pharmacie centrale de Guinée, l'heure est au bilan des dégâts enregistrés. Joint ce vendredi dans l'émission La Tribune de l'actualité plus sur la radio Chérie FM, le directeur général de la PCG a rassuré les citoyens de la reprise de la livraison des produits antirétroviraux ARV en abrégé. Aboubakar Kondé. Les antirétroviraux sont des médicaments destinés aux malades atteints du VIH-Sida. Ce sont 2 magasins de ce produit qui ont été réduits en cendres à la pharmacie centrale de Guinée lors de l'incendie survenu le samedi dernier. Après le passage de la flamme, le directeur général de la structure revient sur ce qui a été sauvé. Le contenu de conteneur frigorifique, heureusement, n'a pas été touché et le contenu du 3e magasin a pu être sauvé. À ce jour, nous sommes en train de faire l'analyse des stocks disponibles par rapport aux besoins des structures de soins. Depuis la survenue de cet incendie, la peur s'est emparée à plus d'un dans la cité quant à la rupture dans la livraison de ces produits antirétroviraux. Sur cette question, la réponse du premier responsable de la pharmacie centrale de Guinée est plus que rassurante. Je puis quand même rassurer que quelques ruptures qui effrayent pas mal de gens, très fort heureusement, a été écartée parce que il s'est trouvé qu'on avait fait des distributions à l'intérieur du pays. Il y a des stocks excédentaires qui sont en train d'être rendus Conakry. Et puis, il y a eu aussi certains partenaires qui se sont mobilisés pour rendre des stocks disponibles. Certaines langues font entendre que cet incendie est destiné à faire perdre des données de la PCG, alors qu'au dire de son directeur général, toutes les pièces électroniques et papier ont été épargnées. À ce jour, toutes les données des gestions de la pharmacie centrale de Guinée sont remises à fonction. Nous avons la mémoire et même le dernier camion qui a été chargé ce vendredi qui devrait partir le samedi à 5h du matin, le bordel de livraison de ce dernier camion existe. C'est-à-dire donc tous les documents de gestion électroniques et copies physiques sont disponibles. D'ailleurs, pour aller vite dans l'évaluation du bilan de cet incendie, le ministre de la Santé, Abdrahmane Diallo, a mis en place une commission technique composée des cadres de son département et des partenaires qui appuient le secteur dans notre pays. L'élevage amélioré des huîtres et mollusques, une autre activité génératrice de revenus pratiquée par des femmes en Guinée-Bissau. Une occupation qui leur permet de subvenir aux besoins familiaux. Suivez-les dans ce reportage d'Aïssata Fofana. Reproché auparavant de couper la mangrove à la recherche des huîtres, des mollusques et de déborder les frontières du pays, des femmes de San Vicente en Guinée-Bissau ont trouvé désormais une alternative pour mettre fin à ces mauvaises pratiques. Grâce au projet GoHammer, elles travaillent avec des techniques améliorées qui leur permettent d'avoir plus de rentabilité. Dit que quand ils collectent cette huître, ils le cuisent, ils le fument, ils le vendent dans le marché hebdomadaire. Avec cet argent, ils peuvent payer l'école de leurs enfants, les vêtements de leurs enfants. Vendu sur le marché à 5 000 francs CFA le sachet, ces huîtres sont d'abord cueillies, bouillies puis séchées. Un travail collectif qui se fait en une journée. Mais pour écouler cette marchandise, il faudra se lever tôt et marcher des kilomètres pour atteindre la route bitumée. Ici, la voiture n'arrive pas ici. Et le village qu'on a passé ici, c'est juste là-bas que la voiture arrête. Pour prendre la voiture, qui vient seulement les jours avant le marché, ils sont obligés de se lever vers 4h du matin pour pouvoir accéder aux voitures. Okay. Avec le projet GoHammer, elles doivent être associées afin d'avoir un compte bancaire. Maintenant, elles sont organisées en groupement. Ils font des cotisations de leur argent, à part ce qu'elles mangent au niveau de la famille, et pour assurer le paiement de l'école de leurs enfants. Bientôt, on va les organiser à une association et les aider à faire
leur compte au niveau de la banque. Même si l'élevage des huîtres les rapporte aujourd'hui à San Vicente, ces femmes rêvent un jour de voir leurs produits s'étendre à une grande échelle sur le continent. Après les marchés, c'est au tour des salons de coiffure de constater la faible affluence de la clientèle. Si certaines femmes préfèrent le naturel, d'autres par contre n'ont Dieu que pour les tresses ou perruques pour se rendre belle le jour de la fête. Le constat avec Sira Fofana. La fête de Ramadan ou Eid el-Fitr est un jour spécial durant lequel les fidèles musulmans magnifient le Créateur tant sur le plan spirituel que physique. En dépit des habits neufs, les coiffures aussi se démarquent les unes des autres. Contrairement aux années précédentes dans les salons de coiffure, les perruques couvrent une majorité des têtes où le naturel, un fait synonyme de rareté des clients. Chose que déplorent certains coiffeurs de salon. Avant, les affaires dans les salons marchaient bien, mais actuellement, ça a beaucoup diminué. Quelques rares clientes viennent pour se faire coiffer. Les femmes préfèrent actuellement les cheveux naturels et les perruques. C'est pourquoi les salons de coiffure ne se remplissent plus. Cette réalité n'est que partielle puisqu'elle est contraste d'un salon à un autre. Certaines coiffeuses se plaignent du manque de clients, d'autres par contre se disent submergées par la clientèle. À l'annonce de la fête, on fuit même les clientes. Parce que quelle que soit la cherté du modèle de la coiffure, s'il est bien fait, les gens viennent toujours. Mais nous fixons les prix selon les modèles de coiffure. La beauté aussi, c'est au niveau des mains où certaines préfèrent des dessins ou fixer les faux ongles. Les gens viennent, il y a d'autres jeux, des ongles, il y a d'autres des dessins. Donc nous on fait des dessins avec les femmes. Donc on fait laver aussi ce qu'on appelle froid. À noter qu'au cours de cette fête, les femmes ressortent leur beauté à travers 1001 manières. Sport, on en parle dans ce journal. Les moins de 16 ans du Sili national ont été accueillis ce vendredi par la Fédération guinéenne de football au siège de l'institution après leur participation au tournoi de l'amitié et de raffermissement des liens entre États amis du Japon. Initié par le pays du soleil levant, les minimes guinéens reviennent à la maison avec la deuxième place de la compétition derrière le pays hôte. Moussa Sefa Kamara. Une compétition qui s'est jouée entre 4 pays, notamment le pays hôte qu'est le Japon, les États-Unis, la Guinée et la Hollande. Les Minimes ont fait une bonne participation dans cette compétition, en battant la Hollande sur le score de 2-0 et rééditer le même exploit face aux États-Unis avec le même score avant de chuter en finale face au Japon sur le score de 5-0. Le chef de la délégation de l'équipe minime explique le parcours des gamins. Si pour les 2 premiers matchs, les jeunes ont produit du jeu et de l'animation, la fréquence et la courte durée entre les 3 matchs n'a pas permis pour ce groupe jeune, inexpérimenté au niveau des compétitions, d'avoir des difficultés de récupération. Surtout avec 2 joueurs suspendus pour cumul de cartons et vu que les différentes sélections, la Hollande et la Guinée, avaient totalisé 6 points. Soucieux de sa perfection, l'entraîneur sollicite auprès des membres de l'institution mère du football guinéen des stages de formation pour lui et ses pairs. Mohamed Maléa Kamara souhaite voir cette équipe conservée pour le futur. Vous demandez humblement de trouver des séries de formation aux jeunes entraîneurs pour l'épanouissement de notre football. Aussi, je vous invite à surveiller cette jeune équipe qui n'a rien à voir avec les autres. Partir à 17 personnes et jouer 3 matchs en une semaine. Et battre une équipe comme la Hollande, qui a fait que 3 défaites depuis le mois de février jusqu'à nos jours. La 3e défaite, c'était contre la Guinée. L'Amérique, une équipe qualifiée en Coupe du Monde des cadets. À cet effet, le président de la Fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Soiré, le rassure et promet. C'est cette équipe qui va remplacer les U17. Nous sommes là pour mettre le football, comme je vous l'ai dit, le football sera sur les gratte-ciel, pas dans les bas-fonds.
nous ne ferons que monter. Toutes les conditions seront créées pour restructurer notre football. Parce que vous avez tellement de talent. Vous avez tellement de talent que ce que vous oubliez, ce que vous ne savez pas, vous avez été les meilleurs là-bas. Parce que vous avez battu la meilleure la meilleure école de football au monde. Vu les performances de l'équipe pendant cette compétition, certains observateurs demandent la conservation de cette pépinière pour l'avenir du football guinéen. En Ouganda se tient depuis hier un sommet de la solidarité envers les réfugiés. Sont réunis à Kampala le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, mais également les dirigeants régionaux et des donateurs. Parmi eux, l'Union européenne qui, avec ses États membres, s'est engagée à débloquer au total pour toute l'Union européenne 210 millions d'euros. Pourquoi? Eh bien pour aider le pays à faire face à l'afflux de près d'1 million de réfugiés sud-soudanais. Regardez. Camp de réfugiés d'Imvepi, au nord de l'Ouganda. Quelques 120 000 personnes y sont accueillies, des Sud-Soudanais pour la majorité. Des réfugiés qui ne reçoivent actuellement que la moitié des rations alimentaires nécessaires par manque de fonds. En visite jeudi dans le camp, le secrétaire général des Nations Unies n'a pas manqué de louer le pays qui, malgré ses grandes difficultés, continue d'ouvrir ses portes. Dans un monde où tant de gens ferment égoïstement leurs portes, leurs frontières, n'autorisant pas les réfugiés à venir, cet exemple mérite les louanges et l'admiration de toute la communauté internationale. L'Ouganda organise ce vendredi à Kampala un sommet de la solidarité avec l'ONU. Objectif, réunir quelques 2 milliards d'euros sur les 8 milliards nécessaires pour subvenir aux besoins de ces hommes, femmes et enfants. J'appelle la communauté internationale à répondre à la demande du secrétaire général de l'ONU et à celle du président Museveni pour contribuer généreusement, afin que nous puissions réunir les ressources nécessaires au soutien des réfugiés. Le pays fait face à l'un des défis majeurs de ce 21e siècle, un afflux massif d'exilés venus du Soudan du Sud voisin. Selon l'ONU, ils sont près de 4 millions ayant fui la guerre civile qui déchire la jeune nation depuis 2013 et l'Ouganda en accueille près d'un quart. En juillet dernier, la recrudescence des violences dans la capitale sud-soudanaise a entériné l'échec de l'accord de paix accouché au forceps en 2015 et jeté de nouveau sur les routes des centaines de milliers de personnes. L'Ouganda, qui voit arriver près de 2000 réfugiés chaque jour, peine aujourd'hui à subvenir à leurs besoins les plus essentiels. L'Union européenne et ses États membres se sont engagés à débloquer près de 210 millions d'euros. Aux États-Unis, les sénateurs ont commencé à examiner le nouveau projet de loi santé censé défaire l'Obamacare. Mais aujourd'hui, le projet républicain déjà validé par la Chambre des représentants ne semble satisfaire personne au sein même de la majorité au Sénat. Suivez. Beaucoup plus qu'entre démocrates et républicains, c'est surtout entre républicains que devrait se cristalliser le débat sur l'Obamacare au Sénat à partir de ce jeudi. Entre conservateurs et modérés, et pour l'instant les premiers crient les plus forts. Nous ne pouvons pas soutenir le projet actuel. Nous sommes ouverts à la négociation, mais nous voulons que cela ressemble plus à une abrogation. À lire le projet, on craint que cela soit plus une réitération ou un maintien de l'Obamacare. Depuis l'adoption de justesse du projet de santé républicain par la Chambre des représentants le mois dernier, le président américain trouve désormais le texte trop dur et incite depuis quelques jours la majorité républicaine du Sénat à élaborer une version plus généreuse. Version immédiatement refusée par la frange conservatrice des républicains. L'arbitre de ce débat pourrait être le bureau du budget du Congrès, qui doit indiquer cette semaine le nombre de personnes qui pourraient perdre leur couverture santé. La fin de l'Obamacare serait surtout un désastre pour les personnes qui en ont besoin, dont ces manifestants venus exprimer leur colère dans les couloirs du Sénat. Dans un long texte publié sur Facebook, Barack Obama estime que supprimer la loi sur la santé nuira aux plus pauvres et bénéficiera aux plus riches. Nous savons que des millions d'Américains vont perdre leur couverture santé, que les contributions vont fortement augmenter en 2018. Le bureau du budget le confirmera.
L'Obamacare permet notamment d'être pris en charge pour un accouchement ou une hospitalisation, ce que ne veut pas le Trumpcare. Mais avec 52 sénateurs sur 100, le président américain n'est pas sûr d'être soutenu par sa majorité au Sénat. Au Cambodge, c'était aujourd'hui la dernière audience du second procès pour crime contre l'humanité des deux plus hauts dirigeants Khmer Rouge encore en vie, Khieu Samphan et Nuon Chea. Ce dernier idéologue du régime de Pol Pot n'a pas pris la parole, mais l'ancien chef de l'État Kampuchea démocratique, lui, s'en est pris une nouvelle fois au grand voisin vietnamien. Suivez. Nuon Chea, Khieu Samphan, deux anciens responsables Khmer Rouge déjà condamnés fin 2016 à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité et génocide et toujours aux prises avec la justice cambodgienne. Ce vendredi, c'était le 283e et dernier jour d'audience de leur deuxième procès devant ce tribunal spécial. Mariage forcé, viol, purge de l'administration, camp de travail, centre de torture dont S21 de terrible notoriété. Les accusations sont nombreuses. Les Cambodgiens se pressent pour entendre les déclarations finales des accusés. Nuon Chea, 91 ans, s'est fait porter pâle en raison d'un mal de dos. Il a délégué son avocat pour parler à sa place. Je cite mon client. Depuis le premier jour, j'ai eu la forte impression que ce tribunal n'était pas intéressé par la vérité, mais que sa mission était d'approuver les instructions de quelques officiels au pouvoir. Et j'avais raison. Nuon Chea dénonce un procès pour le spectacle. Khieu Samphan nie vigoureusement sa responsabilité dans le génocide. Les chefs du parti du Kampuchea démocratique n'ont pas tué leur propre peuple. Quel intérêt aurait-il eu à le faire? C'est une accusation montée par le Vietnam. Le Vietnam, alors expansionniste, les États-Unis qui ont bombardé le Cambodge, bête noire des Khmer Rouges, 40 ans plus tard. Mais les familles de victimes sont là pour témoigner. Une centaine de personnes ont été entendues, dont des représentants de la minorité musulmane Cham. Vu ce que j'ai enduré et la mort de plusieurs de mes frères et sœurs, ils méritent la peine de mort. Mais je sais que nous devons respecter les droits de l'homme et que les nouvelles lois ne permettent pas la peine capitale. En 8 mois de procès, près de 80 000 personnes ont assisté aux audiences. Le verdict est attendu mi-2018. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous.